Bienvenue dans Y'a du bruit dans la bobine, un podcast où l'on cause cinéma avec passion, où l'on découvre et redécouvre sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi. On n'est pas journaliste et ça s'entend parfois. On est juste deux copains, un micro et les films. Et on s'est dit, allez, mélangeons tout ça pour le meilleur ou le pire. Aujourd'hui, on s'aventure dans les plaines arides du Texas aux côtés de John Wayne, le Colt à la ceinture et le regard droit devant. À moins que l'on ne se retrouve à surveiller la prison avec Dean Martin et Ricky Nelson. Entre tension et camaraderie, duel et amitié inattendue, on vous parle de Rio Bravo, le western emblématique de Howard Hawks. Et pour cet épisode, je suis avec celui qui refuse toujours de faire un deuxième épisode des Nanars. Salut Manu. Et moi, je suis avec le shérif in town de ce podcast, Cédric. Ouais, c'est moi le shérif. Alors, on sort tout juste du visionnage de ce chef-d'œuvre. Manu, je te vois déjà souffler, mais peux-tu nous pitcher et nous raconter de quoi que ça cause ? Ouais, alors, l'action se déroule dans une petite ville du Texas. Le shérif Chance, joué par John Wayne, arrête Joe Burdett, qui fait partie d'une famille de gros propriétaires terriens pour meurtre. Comme la prison de la ville est assez petite et que l'aide du gouvernement fédéral n'arrivera pas avant plusieurs jours, Chance doit empêcher les hommes de Burdett de libérer le prisonnier, et ce pendant tout le film. Ce ton condescendant, je vois déjà dans ton ton que tu n'as pas aimé. Non. Bon, on va voir. Avant de te demander justement de me dire ce que tu en as pensé, je vais juste rajouter un peu de contexte au film. Ah, c'était pas assez clair, c'est ça ? Non, c'est juste qu'il ne faut pas oublier que le film sort en 1959. D'accord, on commence à justifier déjà. À une époque où le western est le genre dominant quand même au cinéma. Et donc, au début des années 50, en fait, on voit énormément apparaître des westerns plus psychologiques et critiques. Et donc Howard Hawks, qui est un grand cinéaste classique qui avait détesté High Noon, décide en fait de faire un film à l'opposé en réalisant Rio Bravo. Donc High Noon, c'est plutôt un film contre le macartisme à l'époque, où en gros le héros à l'abandon ne peut être sauvé par personne et toute la société est faible. Là où Howard Hawks, lui, parle plus d'un héros fort qui n'a besoin de personne. Et qui se construit malgré tout une équipe de camarades avec des particularités qu'on abordera plus tard. Donc du coup, Manu, est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé ? Bon, avant toute chose, je vais vous dire un petit peu d'où je parle, parce que je ne suis vraiment pas du tout fan de western. C'est pas du tout un genre que j'apprécie. La plupart du temps, je m'ennuie un peu, et puis j'ai toujours du mal avec cette vision-là de la conquête de l'Ouest américain, avec tout ce que toutes ces valeurs qui sont prônées dans ces films-là, toute la réécriture de l'histoire, et que ça me pose un vrai problème. Donc je sais que c'est un grand film, en tout cas que quand on s'intéresse un peu au cinéma, c'est un film qu'il faut voir. Donc bon, je vais pas dire que j'ai été hyper heureux de le voir. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai passé un bon moment, parce que en fait, comme tu le disais tout à l'heure, puisque tu as anticipé largement, lourdement ce que j'allais dire, oui, c'est un film qui est un peu plus psychologique, qui est un peu plus posé, avec des échanges très complices dans les différents personnages, des personnages qui sont pour certains plutôt développés, pour d'autres évidemment pas du tout. Donc ouais, j'ai passé un plutôt bon moment à regarder le film. Après, j'ai levé au ciel maintes et maintes fois sur la représentation. En fait, pas sur le film en lui-même, sur plutôt ce que ça raconte et le message derrière qui me passe un peu au-dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, j'ai passé un bon moment. Les comédiens sont assez charismatiques, voilà. Ok, avant d'aborder les personnages, les thématiques du film, je voudrais revenir un peu sur ce que tu as dit quand tu parlais des westerns plutôt conquête de l'Ouest.
Je suppose que tu abordes ce sujet-là par rapport à des films comme Fort Alamo, où justement il y a les affrontements avec les Indiens, où là il y a des massacres et en fait il y avait cet état d'esprit en fait un peu dans ces westerns avant les années 50. Réécriture de l'histoire. Alors de réécriture de l'histoire et puis d'acceptation globale en fait d'un massacre organisé en fait. Donc c'est vrai qu'il y a une véritable rupture avec les films qui vont arriver. Alors moi je trouve qu'il y a une rupture, mais elle n'est pas non plus hyper tranchée, puisque ça reste quand même un film relativement blanc, avec des valeurs assez un petit peu réac en fait dans le film, dans tous les cas. Qui sont le fameux héros masculin blanc sur lequel repose en fait la loi, et la loi un peu c'est lui. Le peuple, on ne le voit quasiment pas, il est quasiment inexistant en fait, il est plutôt passif d'ailleurs. Donc en fait la résolution de la violence se fait par une poignée de personnes qui sont vraiment blancs, hommes, et qui partagent à peu près les mêmes valeurs. On est presque un peu dans une espèce de milice aussi. Enfin, pour moi, le film est pas woke du tout. Pour moi, il y a encore dans ce film-là encore des clichés, mais ce qui est normal puisque c'est un film de son époque et voilà. Enfin, moi, j'ai pas de jugement parce que du coup, pour le coup, en connaissance de cause, je vais plutôt m'attarder sur l'aspect plus cinématographique, esthétique, la manière dont il raconte l'histoire, parce que je sais que vraiment sur le fond du propos, je sais que c'est pas du tout 2025 quoi. Alors je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que John Wayne incarne ce héros viril, mascu, blanc, comme on en voyait énormément à l'époque. Ceci étant, le film a une grosse rupture en fait avec quand même ce cinéma-là, et notamment Howard Hawks qui, dans ses films, propose toujours une femme forte de caractère par rapport à l'époque. Alors peut-être par rapport aujourd'hui moindre, mais Feather est une femme montrée forte avec ses envies, ses choix. Elle remet en question l'autorité de John Wayne, et ça c'était quelque chose qui était vraiment en rupture à l'époque. Et c'était vraiment le cinéma de Howard Hawks de faire des femmes des héroïnes qui ne se laissaient pas faire en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ça reste un personnage parce que tous les personnages féminins et non blancs sont quand même des personnages qui sont périphériques et souvent assez caricaturaux. Le patron de l'hôtel, ça m'a fait lever les yeux au ciel plein de fois, et le personnage féminin, oui, elle est peut-être un peu plus forte, mais elle contribue, ça perpétue aussi une vision assez hiérarchisée, puisque elle n'est que un personnage périphérique en fait. Elle n'a pas un arc narratif suffisamment développé. Ça reste un lead amoureux en fait. Derrière, elle permet juste à un moment donné de faire avancer un petit peu l'intrigue sur le fait d'une attaque qui se fait, voilà. Donc elle a un petit rôle à un moment donné. Mais non, ça reste pour moi, alors c'est peut-être mieux que d'autres films du genre, mais ça reste quand même une vision problématique aujourd'hui, parce que c'est hiérarchisé, et de toute façon, dans tous les cas, hormis les 3 personnages principaux, tous les autres personnages sont vraiment soit assez caricaturaux ou soit quasiment inexistants en fait, parce que, et c'est vraiment bizarre à voir d'ailleurs, c'est-à-dire que dans cette ville, il y a pas de gens, ou quand il y a des gens, ils sont au bord de, il y a pas de vraie vie en fait. C'est une vision, en fait, on a l'impression qu'on a donné un bac à sable à des gamins, garçons. Donc en fait, il y a les méchants et les gentils, et c'est eux qui occupent tout l'espace en fait. Il y a pas de cellule familiale, il y a pas de, il y a rien en fait. Donc ouais, moi c'est ma limite avec le film. C'est que derrière, rôle féminin et non blanc, réduit à pas grand-chose. Et puis cette ville qui, pour le coup, est pas hyper palpable. Donc ce qui donne un côté très théâtral et très très mise en scène. Mais pour le coup, il n'y a pas cette notion, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un petit côté réac, c'est que justement, en fait, il n'y a pas le peuple, il n'y a pas les gens. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour qui est-ce qu'ils font ça?
pour des gens qu'on ne voit pas. Donc en fait, toute cette justice-là, toute cette loyauté, cette bravoure-là, on sait pas du tout à quoi ça sert, si ce n'est à un peu s'amuser. Quand tu parlais de modernité, moi je le voyais vraiment pas sur le rôle de Feathers, donc le lead romantique de John Wayne. Je le voyais plutôt dans la relation amicale de Jude, donc qui est joué par Dean Martin, qui est alcoolique, et John Wayne. Donc il y a évidemment une relation très patriarcale, une autorité, etc. Par John Wayne, mais il y a quand même beaucoup d'humanité dans ce personnage de Jude qui est alcoolique et qui perd pied très souvent, qui est psychologiquement voilà, instable, et une bienveillance très patriarcale. Mais quand même, il y a une bienveillance et une amitié de John Wayne, et ça me touche beaucoup plus, parce que c'est pas des choses, c'est pas une grosse amitié virile. Là, on sent vraiment qu'il y a une histoire, qu'il y a un background derrière le personnage, et que on se doute bien que John Wayne l'a accompagné beaucoup dans la vie, qui lui a, enfin voilà. Et donc ça, je trouve ça peut-être moderne. Mais après, comme je le dis, ma culture en termes de western s'approche de zéro. Donc peut-être que c'est quelque chose qui existait dans plein d'autres films. Mais en tout cas, dans ce film-là, c'est cette partie-là, moi, qui m'a paru la plus moderne. Justement, là, tu abordes un deuxième thème qui m'est en effet aussi très cher. Mais je voudrais revenir quand même juste avant, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis par rapport à la relation entre John Wayne et Andy Dickinson, Feathers. Je ne trouve pas que ça soit juste qu'un point romantique, en fait. Parce que, au-delà de faire avancer un peu l'histoire par moment, mais de façon très subtile, elle a une influence sur John Wayne. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est en 1959, une femme, dans un film, a une influence positive et forte sur un homme. Ça n'était pas fait. Et c'est en ça que c'est moderne. Parce que ce n'est pas qu'une histoire d'amour qui se crée, c'est qu'elle lui impose réellement ses choix au point où ça l'agace parfois. Et lui finit, enfin même pas finit, mais accepte au fur et à mesure que ses choix soient respectés. C'est une femme forte, en fait. Elle ne se laisse pas faire. Quand il lui dit tu prendras la diligence de 10 heures, etc., elle s'en fout. Non, mais moi, non, je reste, point. Alors, parce qu'elle est amoureuse, mais cela n'empêche que dans ces années-là, ça se passait pas du tout comme ça. Oui, non, mais bien sûr, c'est sans doute le pic du personnage féminin de l'époque, mais juste aujourd'hui, quand je le vois aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me saute aux yeux, d'autant plus que, encore une fois, elle a la moitié de son âge, donc ça aussi, ça m'a fait lever les yeux. Elle a la moitié de son âge parce que tu parles d'une actrice qui a 25 qui a 27 ans, et elle lui en avait 51. Je veux dire, dans le film, c'est pas tout à fait la même chose. On voit bien que John Wayne est rajeuni, elle fait un peu plus que 27 ans. Enfin, il y a beaucoup de films comme ça. Je veux dire, si on devait s'attarder comme ça, même aujourd'hui, il y a des films où des actrices. Non, mais ce que je dis et ce que je maintiens, c'est que aussi moderne soit-il à l'époque, ça reste un film assez masculin où le personnage féminin est un personnage, je suis désolé, hein, sans elle, le film aurait pu avoir à peu près... Il n'y a pas d'évolution chez John Wayne, vraiment. C'est pas un personnage qui évolue énormément dans le film. Eh ben si, parce qu'il se radoucit, en fait. Il se radoucit un tout petit peu, mais c'est pas non plus... Et on sent bien qu'il a toujours un petit rire en coin, que c'est pas un film hyper sérieux. Il y a toujours un espèce de décalage. Donc en fait, on n'y croit pas vraiment qu'elle le change. Et en plus, vu le nombre de fois où elle apparaît à l'écran, franchement, ça n'a pas beaucoup de prise sur lui. À un moment donné, oui, elle lui fait dire que, à la fin, dans une scène de conclusion, elle lui fait dire que, bah oui, alors je sais plus les termes exacts, mais en gros, elle lui avoue qu'elle est peu magouilleuse, et que, en gros, ben voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va l'emprisonner, etc. Et puis il lui dit, bah non. Et en fait, voilà, c'est parce qu'il est amoureux, qu'il s'adoucit, mais en même temps, le personnage, personnage féminin est tellement lisse, tellement... Bon, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord, parce que je trouve pas que le personnage soit si lisse que ça, en fait. Je trouve qu'il a un caractère plutôt fort, et en tout cas, c'était vraiment un personnage moderne pour l'époque. J'aimerais qu'on aborde un autre sujet. Alors, c'est vrai qu'on parle pas trop de l'histoire un peu du film pour le moment. Ouais, elle est relativement simple. L'histoire est vraiment simple. Tu l'as pitché juste avant, mais c'est vrai que alors tu parlais, tu sais, du fait qu'il n'y ait pas trop de personnages ou de la vie autour. Mais en fait,
Bon, le film est un pseudo huis clos en fait. C'est une pièce de théâtre avec quelques protagonistes. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est des hommes qui se font la guerre, mais qu'on voit pas le reste du village. Déjà, la ville est petite. Et moi, ça m'a pas plus choqué que ça en fait, parce que je le vois vraiment comme comme une pièce de théâtre. Alors, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est vrai que du coup, on se pose un peu la question de pourquoi la justice, en fait. C'est-à-dire que la loi, elle est pas dans le peuple, elle est vraiment dans cette espèce d'autorité un peu immuable, etc. C'est ça. Je vais pas dire que ça m'a gêné, parce que je vois bien que le film s'inscrit dans son époque, etc. Mais c'est vrai que pour mieux palper les enjeux narratifs, bah, j'aurais quand même aimé voir un peu plus de villageois, en fait. De comprendre que c'est avant tout eux, les victimes, en fait, des truands, etc. Parce que le film ne raconte pas, il nous dit juste, il y a un méchant qui a tué quelqu'un, qu'il faut l'arrêter, il est arrêté, et du coup, il faut combattre tous ceux qui vont essayer de le faire sortir de prison. Donc, j'irais pas dire qu'il n'y a pas de fond politique sur le film, on y reviendra tout à l'heure, ça c'est quand même un sujet. En revanche, je pense que le côté société, je peux comprendre que ça t'ait gêné. Après, je pense qu'il faut pas voir plus loin que juste un film avec des méchants, des gentils, avec une histoire un peu plus poussée que Samurai Cop. Tu vois ? Ouais, Bon, quoi, oui, la comparaison, bon, faut pas abuser non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux comprendre ce qui t'a gêné, mais je pense que le film n'avait pas forcément besoin de plus, vraiment. D'ailleurs, donc, si on aborde le sujet un peu du fond politique, qu'est-ce que toi t'en as pensé, qu'est-ce que tu y as vu? Bah ouais, politiquement, bah, on l'a un peu effleuré tout à l'heure sur le côté réactionnaire entre guillemets du film. J'ai quand même été assez étonné quand j'ai vu le film. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'armes. C'était pas hyper violent. Ça tire pas. Alors il y a des scènes de fusillade, il y a des scènes d'attaque, d'assaut, mais ça reste quand même relativement léger entre guillemets. Il y a beaucoup plus de scènes, alors je sais pas si proportionnellement, il faudrait revoir le film, mais il y a beaucoup plus de scènes de complicité, de discussion, de vie quotidienne en fait du commissariat de police où il y a la cellule. Après, il y a quand même ce côté où le shérif, bon bah c'est lui la loi. Ce qui est intéressant, c'est que il y a très très peu de personnel au niveau de la police, des marshals. Enfin, je connais pas grand chose, mais visiblement on appelle ça des marshals, parce que l'idée c'est qu'ils doivent attendre 6 jours pour avoir en fait des renforts, pouvoir garder correctement le détenu. Et du coup, ça veut dire que John Wayne va devoir recruter des adjoints pour l'aider. Donc en fait, il va créer une équipe un peu d'élite en fait. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais sur le message, il y a quand même, enfin tu vois, il y a plus d'État, il y a plus d'armée, mais il y a la solidarité. Tu vois, c'est pour ça que je disais milice tout à l'heure, mais tu sais, une espèce de solidarité entre les individus. Donc c'est quand même assez, sur le plan politique, puisque c'était ta question, c'est quand même assez conservateur, mais il y a quand même une intimité dans les échanges qui contrebalance un peu, et surtout, c'est pas aussi comment dire, aussi droitard que justement les gros westerns avec des grandes armées. Là, on est vraiment sur un côté un peu plus social entre guillemets. Et franchement, c'est vraiment entre gros guillemets que ça reste quand même un film un peu conservateur quand même. Je pense que c'est quelque chose de voulu, parce que Howard Hawks n'était pas forcément intéressé par les grandes fresques historiques en fait. C'est pas ce qu'il voulait faire à Crio Bravo. Il voulait juste faire une histoire de cow-boy avec les valeurs que lui estimait importantes, qui sont la camaraderie, la loyauté, le héros valeureux, etc. Et d'ailleurs, ce héros-là était en opposition complète en fait avec le film High Noon qui était sorti peu de temps avant, que lui et John Wayne détestaient, où dans ce film-là, on est sur un héros plutôt lâche qui se repose sur la population, qui est très intransigeant socialement, etc. Là où en fait John Wayne, il veut se débrouiller tout seul, il fonde son équipe. Quand tu dis équipe d'élite, c'est quand même assez loin parce que on a un vieillard, un alcoolique et un petit jeuneau. Des gens en marge de la société.
Bah, pas vraiment en marge, mais des gens plutôt à part, en fait. On est loin, tu sais, de l'équipe, très, pro-américaine, mais il y a quand même de ça dans ce film-là parce que bon, c'est des valeurs de, voilà, du héros bascu, très fort, très costaud. Mais on est loin, par exemple, de The Expendables, tu vois? Où ce sont, tous des, héros, typés, mais tu vois ce que je veux dire? En gros, lui, c'est ça, c'est, Alors, moi, je trouve que ça reste quand même un film très conservateur parce qu'il y a dans les gènes, en fait, du shérif et de tous les personnages masculins, soit 99,9% du cast. Il y a ce côté mascu, ce côté bravoure, un peu d'héroïsme, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que Hawks a ajouté une dimension beaucoup plus intime et plus entre guillemets psychologisante. Alors ça a rien à voir avec les films très psycho qu'on peut regarder aujourd'hui, mais sans doute que pour l'époque, de voir des héros, on va dire un peu plus fragiles, sensibles, émotionnellement, psychologiquement, je trouve que c'est quand même pas rien parce que on évoque, et je pense qu'on va parler de Dude, c'est un peu je sais pas, ça m'a fait vraiment penser à une espèce d'Amérique un peu malade, un peu, enfin tu vois, politiquement, je sais pas si c'est un réel personnage alcoolique ou si c'est une parabole pour raconter autre chose, mais ou j'ai peut-être sans doute trop loin, comme d'habitude. Mais moi, j'ai trouvé ça vachement bien que malgré le côté conservateur, eh ben, on peut quand même s'attacher aux personnages parce qu'ils ont un vécu et qu'ils sont fragiles en fait. Ça j'ai vraiment aimé. je pense que peut-être que tu vas un peu trop loin sur la parabole vis-à-vis des États-Unis de l'époque. Après, c'est mon avis. En tout cas, je pense que là où je te rejoins énormément, c'est sur le fait qu'il y a une modernité pour l'époque, qui est cette relation d'homme et de camaraderie que on ne dépeignait pas à l'époque, en tout cas. Parce que il y a ce côté très intimiste entre eux. Tu parlais de John Wayne avec ce côté paternaliste, avec Dude pour essayer de le sortir de son alcoolisme. Ça, c'est des choses qui à l'époque en fait se montraient pas ou très très peu. Et donc c'est en ça où le film aborde quelque chose d'assez moderne, en tout cas pour l'époque. Moi, Dude, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un personnage qui incarne la rédemption. Et comment en fait je peux retrouver ma dignité après avoir chuté très profond dans ma vie. Et c'est joué par Dean Martin que je trouve vraiment excellent moi dans le film. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah, moi, j'aime bien le personnage. J'aime bien Dean Martin. Je pense que cette intrigue-là, elle est vraiment très importante, elle est vraiment très originale, mais je trouve que ça tire quand même un tout petit peu en longueur. C'est-à-dire que avec les montées, les rechutes, etc. Voilà, c'est juste ma réserve avec cette partie-là. Sinon, oui, moi j'ai trouvé ça assez intéressant en fait qu'il soit alcoolique et c'est juste ok en fait que tu vois il soit toléré. Alors il est moqué bien évidemment par une partie des gens. Il y a aussi beaucoup de blagues là-dessus sur le fait qu'il soit pas à jeun, qu'il doit être en train de cuver, qu'il lui faut de l'argent pour se payer de la boisson, etc. Donc il y a beaucoup de clichés qui lui sont. Mais il y a chez John Wayne quelque chose je sais pas, dans le regard une bienveillance en fait. On sent dès le début que il se dit ok, c'est une mauvaise passe, c'est rude, mais j'ai confiance en lui, il va y arriver. Il est hyper positif, même si des fois il lui fait lui-même des blagues et voilà, mais il est hyper positif. Après, c'est vrai que c'est très 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 paternaliste, hein. On va pas se mentir. Mais ouais, et ça, une espèce de cette complicité-là, moi j'ai trouvé ça hyper touchant et pour le coup original. Et je le répète, moi j'ai trouvé ça hyper moderne parce que alors il y a aujourd'hui on le traiterait d'autres manières, sans doute mieux, sans doute machin, etc. Mais moi qui connaissais pas le film, j'ai été étonné de voir ce personnage-là caractérisé comme ça. J'ai une autre petite limite, et là je pense qu'on va... Voilà, je trouve Dean Martin pas toujours très très juste. Voilà. Ah ouais? Ouais, il y a des moments, plus au début du film, quand il mime son alcoolisme et qu'il le joue,
Ça me sort un peu parce que j'ai un peu l'impression qu'il surjoue un petit peu. Ou Bah, je t'ai entendu dire plusieurs fois, bon, arrête de chouiner. oui, alors ça c'était vraiment au bout de 60%. Bah oui, parce que forcément, quand on est malade comme ça, on a des hauts, des bas, etc. Et à chaque fois, bah, comme c'est pas du tout un mascu qui est taiseux, qui te dit rien, etc., il va se culpabiliser lui-même, il va beaucoup en parler, il va se victimiser forcément, bah, parce qu'il est pas bien, et ce qui est normal, enfin, il y a pas de... Mais c'est juste que, au bout d'un moment, bon, c'est un petit peu lourd. Mais je dis ça avec beaucoup de tendresse aussi, parce que ça m'a pas non plus bloqué dans mon visionnage. Voilà, j'ai pas trouvé ça non plus problématique. C'est juste que je pense que le film est un peu long pour moi et que j'avais besoin que l'intrigue principale avance. Bah, il dure 2h20, ouais, le film. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il est un peu long. En tout cas, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que, voilà, je trouve que, c'est une façon, mais comme tu le dis, hein, de traiter, l'addiction, hyper moderne et de montrer à quel point, c'est dur. Parce qu'il rechute, en fait. Ouais, il rechute et c'est normal et c'est ok et demain ce sera mieux et voilà, c'est les petits pas et je trouve que C'est ce que lui dit John Wayne, Mmh. d'ailleurs, hein. Il lui dit, «C'est pas grave, rassis-toi, prends un verre, y a pas de souci, prends tes pistolets et puis, ça ira, quoi». Eh bien, un autre personnage que moi j'aime beaucoup, c'est, Stumpy. Ce petit, voilà, le petit vieillard estropié, qui garde, le prisonnier. Je trouve c'est un personnage qui est très frais, qui apporte, beaucoup de légèreté et d'humour, hein. Moi, c'est un personnage que j'aime, beaucoup. Je sais pas si toi, Bah, moi je l'ai apprécié, alors, il m'a beaucoup fait rire vers la fin, quand il y a un peu plus d'action, parce que du coup, bah, forcément il a des réactions, qui sont assez savoureuses. Après, au tout début du film, ouais, on sent qu'il est, il est peut-être un peu caricatural sur justement le côté, comic relief, voilà, c'est celui qui va, peut-être dédramatiser, dans les moments qui sont un peu plus, tendus, qui va, bah, détendre l'atmosphère. Mais non, non, ouais, j'ai trouvé assez marrant. Après, il m'a un peu gêné à des moments parce que j'avais l'impression qu'il regardait la caméra. Alors c'est peut-être moi, j'ai vraiment l'impression qu'il me regardait. Donc au tout début, il y avait 2-3 scènes, ça m'a fait un mais peu, il te jugeait même. et il me jugeait, tu penses? Bah, complètement. Ah, je sais pas, ça m'a pas sauté aux yeux, Alors c'est cette peut-être moi, scène. hein, mais Bon, on a abordé, les thèmes, du film. J'aimerais qu'on aborde un autre sujet parce que, on a vu un film ensemble, au cinéma lors des derniers festivals, Premier Plan. On a vu Assaut de John Carpenter parce que ça faut savoir quand même que Howard Hawks, c'est un réalisateur qui a influencé énormément, direct ou indirectement, des réalisateurs. Il a notamment énormément influencé, donc John Carpenter, Tarantino, mais aussi les réalisateurs de la Nouvelle Vague. Donc Truffaut, Godard, qui étaient de grands fans en fait de Rio Bravo. Nous, on a vu Assaut ensemble. Toi, c'était la première fois que tu le voyais donc au cinéma en janvier dernier. Et Carpenter a toujours dit qu'il avait fait son adaptation de Rio Bravo. Est-ce que tu as pu voir un peu, puisqu'on en avait parlé longuement ensemble, eh ben, cette similitude en fait, c'est cet hommage que Carpenter a voulu faire dans Assaut à Rio Bravo. bah, oui, oui, il le fait, le côté, bah, un peu théâtral pour le coup. Le côté huis clos, le fait qu'il y ait très peu de personnages en fait, qui, on va dire, luttent contre les différentes attaques, qui sont, nombreuses, et variées. On sait, rarement d'où ça va arriver. Alors, chez Carpenter, il y a quand même beaucoup de suspense. C'est voilà, beaucoup plus. En tout cas, j'étais beaucoup plus, concentré, sur Assaut de Carpenter, parce qu'il y avait une tension, assez palpable, et aussi parce que le film est aussi plus récent, donc forcément ça parle un peu plus en termes, d'armes, de choses comme ça, même de lieux géographiques en fait. C'est des bâtiments, qu'on pourrait avoir aujourd'hui, alors que là, c'est assez marrant parce que du coup c'est un peu l'inverse, que c'est complètement ouvert en fait. Ils ont, enfin voilà, c'est la ville qui est prise d'assaut, respectif. Donc les personnages sont enfermés dans la ville et non pas, alors, pas uniquement dans la prison ou pas uniquement dans une pièce en fait. Et du coup, ce qui fait que bah, des fois, les méchants, bah, on les voit arriver de loin. Ce qui n'était absolument pas le cas dans Assaut, parce que
Ils étaient relativement bien planqués. Il y avait quand même beaucoup de suspense, beaucoup d'ombre, beaucoup de choses comme ça, alors que pas vraiment en tout cas moins dans Rio Bravo. Je trouve qu'il y a moins de suspense dans Rio Bravo, mais qui est sans doute lié à la typologie du film, en fait. Un western, enfin voilà, c'est pas... Bah, je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur justement les méchants. C'est qu'en fait, dans Assaut, ils sont beaucoup plus nombreux et ils sont cachés. Un coup on les voit, un coup on les voit pas, c'est ce qui crée cette tension-là. Dans Rio Bravo, on les voit pas arriver parce qu'ils sont déjà dans la ville. Bah oui, c'est qu'ils les connaissent, en fait. C'est Ils des les connaissent, on les voit toujours, ils sont là, ils savent qu'ils sont là et il n'y a pas de sujet. Et je pense que c'est peut-être ça qui différencie les deux films sur la tension palpable qu'il peut y avoir. Mais tu vois, je trouve que où c'est intéressant, c'est qu'on parle de Assault Carpenter, mais je trouve qu'on retrouve un peu cet esprit-là dans Reservoir Dogs de Tarantino. Avec cet entrepôt où ils sont dedans, recherchés. Alors, il n'y a pas de vague, hein, mais il y a aussi ce côté hommage, en fait, dans Reservoir Dogs de Tarantino. Donc toi, qui connais beaucoup plus la nouvelle vague que moi, est-ce que tu as pu voir dans le film l'influence qu'a pu avoir Hawks sur Godard ou Truffaut ? Bah carrément. En fait, moi, il y a un truc qui m'a plutôt bien parlé, c'est toutes les scènes de groupe, en fait. Je trouve que chez Jean-Luc Godard, il y a quelque chose, enfin, qui est très proche, en fait, quand il filme la quotidienneté, les gens qui parlent. Il y a un côté comment dire, assez naturel et assez simple, que je trouve assez similaire. Et c'est des choses qu'on va retrouver dans Pierrot le Fou ou Bande à part, par exemple. Ouais, moi, je voudrais surtout revenir à Louis Malle, puisqu'on en a déjà parlé dans ce podcast, et puis moi, j'aime plutôt énormément Louis Malle. Il avait dit, j'avais lu, hein, qu'il admirait la rigueur narrative du cinéma américain classique, et que Hawks était un modèle dans ce sens-là, c'est-à-dire pas de choses très ostentatoires, c'est-à-dire une caméra qui sait toujours où se placer, quelque chose de très très simple. Et dans justement Ascenseur pour l'échafaud qu'on a vu ensemble, il y a la gestion du temps et la gestion de l'intrigue au global, c'est-à-dire d'installer progressivement, en fait, tous les indices pour faire en sorte que l'histoire se déploie avec une grande facilité, en fait. Et c'est vraiment un truc qui m'a parlé. Je me souviens de toi, ce que tu disais sur Ascenseur pour l'échafaud. La partie que tu aimais le plus, c'était toute l'installation et toute la partie la montée en tension, etc. Et je trouve, pour le coup, que la montée en tension dans Rio Bravo, enfin voilà, je trouve qu'il y a un vrai lien. On n'est pas sur un film noir, etc. Mais il y a quelque chose qui s'en rapproche. En fait, c'est pas le même type de film, mais en effet, sur la montée en tension, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup, qui a été... on sent l'influence, en fait. Et d'ailleurs, quand tu parles de montée en tension, il y a chez un autre cinéaste de western spaghetti, chez Sergio Leone, où on va retrouver cette montée en tension et cette influence aussi qu'a eu Hawks. Alors, après le western spaghetti, c'est très différent, mais ça reste du western aussi très psychologique, comme Rio Bravo. Donc, par tout ça, en fait, on peut voir à quel point Howard Hawks a eu une influence mais dantesque sur un nombre incalculable de réalisateurs qui ont influencé après beaucoup de réalisateurs derrière. Je pense notamment, on en parlait ensemble, mais qu'on parlait d'Assaut de Carpenter, bon, tu citais Nick Gep avec Samuel Le Bihan et Samina Seri. Chacun ses goûts. Oh, je rigole, c'est sympa. Mais voilà, c'est vraiment un grand nom du cinéma qui a révolutionné une partie du cinéma américain de l'époque. Moi, il y a des choses que j'ai vraiment aimées dans le film, c'était certains cadres, certains plans qui sont très simples visuellement, mais assez efficaces, notamment dans les scènes de discussion. Des fois, en fait, comme la caméra bouge pas beaucoup, dans ces scènes-là, dans les scènes posées de discussion, des fois, il y a des mouvements qui sont très légers, très subtils, mais comme on n'est pas habitué, ça donne un espèce de mouvement assez moderne, en fait. Notamment, je sais plus...
Je crois que c'est dans le saloon, je sais même pas si c'est un saloon d'ailleurs. Où la caméra tourne lentement Ouais, pendant le... Et en fait, ça c'est... Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, il faut savoir que la caméra bouge très peu dans le film. C'est énormément de plans fixes. Mais c'est vrai que sur les scènes même de camaraderie dans le saloon, on a ce petit mouvement de caméra qui, notamment, parce que tu en parlais juste avant, fait écho à Ascenseur pour l'échafaud sur la scène d'interrogatoire de Lino Ouais. Ventura. C'est les mêmes plans qui sont repris avec cette caméra très légère qui va bouger juste de droite à gauche sans faire des mouvements brusques. Bah, c'est pas ostentatoire. c'est ça, exactement. Mais aussi, moi, il y a des plans aussi que je trouve vraiment très beaux, où la caméra est positionnée un peu en arrière-plan. C'est-à-dire que le focus est fait sur les, les comédiens principaux, et qu'en fait, on voit détacher en ombre les bandits, en fait. Je trouve que c'est vraiment très graphique. C'est très bande dessinée, entre guillemets. Et il y a ce côté un peu architecture. Enfin, il y a vraiment des plans qui me sont restés, que je trouve vraiment magnifiques. La composition est vraiment moderne, parce que franchement, je fais que de me répéter, mais j'ai pas l'impression de voir un vieux film. Alors oui, parce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure sur des films de leur époque, sur le message conservateur, etc. Mais techniquement, visuellement, le langage qui est utilisé n'est pas du tout un langage qui me paraît vieux. Après, je parle vraiment en n'étant pas du tout un connaisseur du western. Ça se trouve, c'est quelque chose de très acté, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression de voir quelque chose de moderne. Bah, non, t'as tout à fait raison. En fait, à l'époque, Rio Bravo est une rupture avec le classicisme de l'époque. Hein. Donc, non, ce que tu vois moderne, c'est tout à fait vrai. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour du film. On va clôturer avec le presque mot de la fin. Et comme c'est moi qui présente le film, là, la règle, c'est que je dois me taire pendant la sentence. Alors, en résumé, Manu, est-ce que tu recommanderais de voir ce film et pourquoi ? Alors, artistiquement, cinématographiquement, il faut impérativement le voir. Ce n'est pas dispensable, c'est indispensable. Comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est un jalon vraiment très important du cinéma contemporain. Et puis, honnêtement, franchement, c'est pas une vanne hein, quand je vous dis que je n'aime pas les westerns. S'il y a bien un endroit où je m'ennuie sans doute le plus, où je trouve ça... Bref, c'est vraiment devant un film de western. Et là, pour le coup, je me suis pas ennuyé, je me suis plutôt bien amusé. Après, idéologiquement, si on doit regarder le fond du sujet, et en tout cas des messages qui peuvent être portés par l'imaginaire réactionnaire, bon, bah voilà, on peut imaginer qu'il soit sur ce point-là un peu dispensable. C'est pour ça que je trouve que c'est important de pouvoir admirer des films tout en les critiquant. Parce que derrière, c'est pas parce qu'on aime un film qu'on doit aimer tout dans ce qui est proposé. C'est important de contextualiser et d'avoir un regard critique, et en remettant le film dans son époque. C'est sûr que si le film était fait aujourd'hui, il serait fait sans doute différemment, et ça veut pas dire qu'il serait mieux du tout. Mais voilà, donc j'ai passé un bon moment, c'était cool. Pour être tout à fait honnête, on a beaucoup échangé là sur ce podcast, on a énormément débattu, donc il y aura sans doute beaucoup de montage. Donc ce sera Cédric qui va le monter, donc j'espère que ça va le faire. Mais en tout cas, c'est un film qui a suscité beaucoup d'échanges entre nous, et je sais pas quelle forme ça aura au final. En tout cas, si jamais on vous a donné envie de voir Rio Bravo, le film est dispo en DVD et Blu-ray est dispo en VOD ou sur Apple+. Alors on a bouclé le film du jour, mais pas l'épisode, et à la fin de chaque épisode, on aime vous glisser une petite ou plusieurs recos sorties de derrière les fagots pour prolonger le plaisir. Manu, est-ce que tu as une reco ? Moi, je recommande What We Do in the Shadows, Vampire en toute intimité en version française, qui est un film de Taika Waititi, qui est un film génial.
C'est un Franchement. film qui est super drôle, ouais. C'est un film que je revois. Ah, ça pourrait être un film de Noël pour moi parce que je le revois assez fréquemment. En fait, on va suivre des vampires qui sont en coloc et on va voir un peu leur vie de vampires. Donc c'est clairement une comédie. C'est un petit peu trashouille, mais ça va. Et ce qui est assez marrant, c'est que la VF, elle est réalisée par Nicolas et Bruno. Je sais pas si vous vous souvenez de ces fameuses émissions sur Canal+ à l'époque du grand Canal+ où il y avait le message à caractère informatif. Oui, c'est ça, ouais. Et donc c'est eux qui ont fait une VF un petit peu décalée. C'est-à-dire que voilà, on se retrouve à Limoges, on va retrouver des personnages qui vont s'appeler JC, Gilles, enfin qui n'a vraiment rien à voir avec les noms d'origine. Donc c'est une vraie version décalée qui est hilarante. Et juste pour vous donner vraiment envie, les voix françaises, on va avoir Alexandre Astier, Fred Testo, Bruno Salomon et Zabou Bretman. C'est vraiment à mourir de rire. On est à mi-chemin entre The Office et La Famille Adams, enfin sur le côté un peu... Ouais, puis un film de vampire un peu gore, parce qu'il y a Voilà, des un scènes peu qui sont gore. quand même graphiques dedans. Ouais. Et franchement, ouais, à chaque fois que je le vois, je suis mort de rire. Et j'ai maté la série, je me suis arrêté, je crois, à la saison 3, il me semble. Mais la série est vraiment très très bien. Par contre, faut la voir en VO pour le coup, parce qu'il n'y a pas le doublage de Nicolas et Bruno sur la série. Mais ça reprend certains archétypes de personnages avec des nouveaux qui sont tout aussi drôles. Voilà. Donc voyez What We Do in the Shadows ou Vampire en toute intimité. Vous pouvez le retrouver à peu près partout sur les plateformes de VOD. Par contre, il est un petit peu plus compliqué à trouver en VF. Je sais pas où le trouver vraiment. Je pense qu'il faut acheter le DVD. Mais allez-y. En tout cas, c'est marrant parce que avec Manu, on ne se donne jamais nos recos avant d'enregistrer. Et là, t'as sorti un film qui est dans la même veine que le mien, sans vilain jeu de mots. On a parlé de Howard Hawks, qui a notamment influencé énormément John Carpenter. On a parlé de son film Assaut, qui était une adaptation libre de Rio Bravo. Eh bien, moi, je vais vous recommander un autre film de Carpenter. Parce que Carpenter, en fait, c'est un réalisateur qui a toujours voulu faire un western. Et il y a un film qui est très proche d'un western, c'est Vampire, où on suit en fait une troupe d'exterminateurs, de suceurs de sang. Avec James Woods, non ? Exactement. Qui sont mandatés par le Vatican pour exterminer les vampires et qui vont traverser les États-Unis. C'est gore, c'est jouissif, c'est du Carpenter, on aime. C'est vraiment superbe, foncez à voir ce film. Vraiment. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Y'a du bruit dans la bobine. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on a eu à l'enregistrer. Merci à toi Manu. Merci à toi Cédric. Retrouvez-nous sur votre plateforme préférée, mettez des étoiles, des cœurs, des pouces ou même des petits colts si ça vous chante. Parlez-en à vos potes, votre famille, vos collègues ou même votre chien. Qui sait, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Salut. Et du coup, au niveau de l'influence de la 5e compagnie. Alors déjà, c'est la 7e. La 7e. Parce que c'est le 5e élément. Pardon, et du on va coup, couper. dans le 5e élément, il n'y a pas Pithiviers.